Les coutumes kabyles de Hanoto et Le Tourneux, organisation politique et administration et pouvoir judiciaire. Chapitre 1er. Observation préliminaire. L'organisation politique et administrative du peuple kabyle est une des plus démocratiques et en même temps une des plus simples qui se puissent imaginer. Jamais peut-être le système de self-government n'a été mis en pratique d'une manière plus complète et plus radicale. Jamais administration n'a compté un nombre aussi restreint de fonctionnaires et n'a occasionné moins de dépenses à ses administrés. L'idéal du gouvernement libre et à bon marché, dont nos philosophes cherchent encore la formule à travers 1000 utopies, est une réalité depuis des siècles dans les montagnes kabyles. Là, en effet, le peuple est tout et suffit à tout. Le gouvernement, l'administration, la justice ne coûtent absolument rien à la communauté. Cet état de choses n'est pas, comme on le devine sans peine, le résultat de combinaisons savantes dont sont incapables des tribus à demi barbares. Il est la conséquence naturelle de l'esprit d'association et de solidarité qui, à l'état d'instinct, anime ces populations. Toute la société kabyle est constituée d'après les principes qui émanent de cet esprit. Partout on retrouve, à ces degrés divers, l'association solidaire, aussi bien dans les moindres intérêts de la vie privée que dans les relations de la famille, du village et de la tribu. Les institutions kabyles, quelque rudimentaires et imparfaites qu'elles soient, méritent donc à plus d'un titre de fixer l'attention. Notre domination a tout intérêt à les bien connaître, et s'il ne peut venir à la pensée de les offrir comme modèle dans leur procédé d'application, elles peuvent au moins fournir un curieux sujet d'étude à l'observateur sérieux. Comme toutes les institutions humaines, elles ont eu pour le peuple qui les a adoptées des avantages mêlés de graves inconvénients. Grâce à elles, le Kabyle, initié par la conscience de ses droits, à la connaissance de ses devoirs envers ses concitoyens, a pu conserver jusqu'à nos jours sa liberté et son indépendance. Sûr de jouir du fruit de son travail, il a tiré de son pays, dans les limites de ses moyens d'action, tout ce qu'on pouvait attendre d'un sol ingrat. Il a été préservé enfin de tous les fléaux du despotisme qu'a créé dans les sociétés musulmanes le culte de la force envisagé comme une manifestation de la volonté divine. En revanche, il n'a échappé à aucun des dangers de la démocratie. L'esprit d'égalité poussé à l'excès surexcite chez lui sans relâche l'envie, la jalousie et toutes les mauvaises passions, leurs compagnes ordinaires. Des partis toujours ardents divisent chaque village et les rivalités individuelles, mettant à profit cet antagonisme, soufflent incessamment la discorde dans le pays, trop souvent ensanglanté. Les Kabyles ne se dissimulent pas les défauts de leur organisation sociale, ils en conviennent volontiers et ils les déplorent. Mais la somme des avantages l'emporte à leurs yeux, car ils sont passionnément attachés à leurs coutumes et il n'y a pas d'exemple de tentative ayant pour but de changer la forme du gouvernement. Les instincts municipaux si prononcés chez les Kabyles paraissent communs à toute la race berbère. Partout où elle a échappé à la domination étrangère, nous la trouvons organisée en petites républiques, groupées par confédérations de peu d'étendue. Si par exception on rencontre chez elle la forme monarchique, chez les Touaregs par exemple, on peut être sûr que la fraction qui l'a adoptée n'est pas constituée d'une manière normale, elle fait violence à ses instincts dans un but de défense, soit contre l'étranger, soit contre une population asservie dont il est nécessaire de comprimer les aspirations à l'indépendance. On ne peut se défendre d'un profond sentiment d'étonnement en voyant des fractions si nombreuses, inconnues les unes aux autres pour la plupart, souvent sans relation possible, obéir à une impulsion en quelque sorte innée pour adopter la même forme de gouvernement, les mêmes mœurs, les mêmes usages, dans les conditions les plus différentes de climat, de pays et de manière de vivre. Les races d'hommes comme les espèces chez les animaux sont-elles soumises à des lois mystérieuses
et la forme politique destinée à régir chacune d'elles est-elle donc la conséquence et la résultante des instincts individuels? Cette passion d'égalité et d'indépendance qui anime la société berbère est trop générale et trop vivace pour être de date récente. Elle a dû constituer à toutes les époques le caractère distinctif et le mobile dirigeant de la race. Juste en principe et bonne en certaines limites pour une société restreinte, elle a été, croyons-nous, fatale à la masse. En poussant à un morcellement sans frein et sans mesure, elle a énervé les résistances et empêché de tout temps la constitution d'une nationalité forte et homogène. Peut-être ne faut-il pas chercher d'autres causes à la chute successive des dynasties berbères et à la facilité extrême qu'ont eu tous les peuples conquérants à s'établir dans le nord de l'Afrique. Dans les récits des écrivains qui nous ont transmis les souvenirs de l'histoire des Berbères, on trouve à la vérité peu de traces de l'influence exercée sur les événements par l'esprit d'indépendance. Mais ce silence n'a rien qui doive nous étonner. Les historiens de l'Antiquité, romains ou byzantins, méprisaient trop les peuples barbares du nord de l'Afrique pour s'enquérir de leur organisation sociale et politique. Ils trouvaient plus simple et plus commode d'attribuer à la perfidie et à la mauvaise foi leurs révoltes incessantes que de chercher les causes de ces insurrections. Ceux de l'époque arabe, Ibn Khaldoun et autres, imbus des préjugés aristocratiques de leur nation, ne s'inquiétaient guère que des faits et gestes des souverains. Il ne pouvait venir à leur esprit que l'écrivain eût d'autres devoirs à remplir que d'enregistrer les fortunes diverses des dynasties. Notre propre histoire, pendant des siècles, n'a pas été écrite autrement. Chapitre 2. Organisation générale. L'unité politique et administrative en pays kabyle est le village, Saddarth. C'est un corps qui a sa vie propre, son autonomie. Il nomme ses chefs, fait ou modifie ses lois, s'administre lui-même et peut, s'il est assez fort, se passer de ses voisins. On lit en note. Plusieurs villages, celui d'Iril Moula, la crête des forêts de la confédération de Igushdal par exemple, sont isolés et ne se rattachent à aucune tribu. Fin de note. L'ensemble de 2 ou plusieurs villages unis par certains liens d'affinité constitue la tribu, Arsh. On lit en note, il s'agit ici de liens politiques ou administratifs et non de ceux qui peuvent résulter d'une communauté d'origine, le plus souvent fort difficile à établir. Fin de note. La réunion de plusieurs tribus forme la Thaqebilth, que nous appellerons confédération. On lit en note, Thaqebilth est la forme kabyle de l'arabe qabila qui veut dire ligue. Fin de note. La réunion de plusieurs tribus forme la Thaqebilth que nous appellerons confédération. C'est le premier terme de la série fédérative chez les Kabyles. Il est très rare que plusieurs confédérations s'unissent par des liens permanents. Quand elles se liguent, c'est toujours dans un but de défense ou d'agression commune, et l'alliance cesse d'elle-même avec la cause qui l'a fait naître. En thèse générale, à mesure que le cercle de fédération s'élargit, les liens se relâchent. La guerre sainte a seule le privilège de rassembler dans un même esprit des gens de tout le pays. Mais alors, l'association perd le caractère kabyle pour devenir musulmane. Lorsque plusieurs hameaux rapprochés les uns des autres se sentent trop faibles pour rester isolés, ils se réunissent sous une administration commune. C'est ce qu'on appelle un tufiq. On lit en note, ce mot vient de l'arabe wafaqa, qui à la 6e forme signifie se mettre d'accord, convenir d'une chose. Fin de note. Qui prend rang dans la tribu comme un village ordinaire. Dans beaucoup de localités, le mot tufiq n'est pas employé pour désigner ces sortes d'agglomérations, on les appelle simplement des villages. On donne souvent au tufiq le nom du plus grand des hameaux qui le composent. Ainsi, chez les Haït Yahya, la réunion des villages de Taqa, Agouni, Isnadalan, Le Markhaza, Haït Si Ahmad et Bou Setchour forment le tufiq de Taqa. On lit en note,
Tharift vient du verbe arabe arafa. Fin de note. D'autres fois, il prend une dénomination particulière. Adeni, chez les Haït Irasen, comprend les villages de Edjema'a, Sarminth, Agadir, Besharqa et Mestiga. Lorsqu'il n'est pas ainsi spécialisé, le mot Tufir s'applique à l'ensemble des individus régis par la même administration. Le village se subdivise en fractions nommées suivant les localités Azroum, Tharift. On lit en note. Ce mot vient donc du verbe arabe arafa qui, à la sixième forme, signifie se connaître, être en relation. Tharif peut donc se traduire ici par réunion de personnes de connaissance. Fin de note. Sacheburth, on lit en note. Kharouba, dont les Kabyles ont fait Sachemoth, est le nom de la gousse du caroubier. Fin de note. Nous emploierons comme plus familier aux lecteurs algériens le dernier de ces mots, ou plutôt l'arabe kharouba, dont il n'est que la reproduction d'après les règles de la grammaire kabyle. Chaque kharouba se compose d'un certain nombre de familles, généralement de même origine et unies par des liens de parenté. Autour d'elles viennent quelquefois se grouper des ménages étrangers au pays ou des habitants du village qui n'ont plus eux-mêmes de parents. Souvent, la kharouba est formée exclusivement des membres d'une seule famille. Aussi les Kabyles emploient-ils volontiers le même mot pour désigner la famille ou la fraction administrative à laquelle ils appartiennent. La subdivision administrative s'arrête à la kharouba. Chez les Kabyles, en effet, la famille peut être considérée comme la véritable unité sociale, non pas que l'individu vivant isolé de ses proches et avec les intérêts distincts soit une exception, mais il reste uni à ses parents par des liens si étroits de solidarité qu'il forme, pour ainsi dire, corps avec eux. La famille est le premier élément de l'association générale. Elle comprend le père, la mère, les fils, leurs femmes, leurs enfants, petits-enfants, oncles, tantes, neveux et cousins. Très fréquemment, et c'est un titre puissant à la considération publique, tous ces individus vivent de la vie commune. Les biens sont laissés dans l'indivision et les revenus employés à la nourriture et à l'entretien de tous indistinctement. La coutume, dans ses dispositions principales, notamment en ce qui concerne les mariages, successions, testaments, le droit de shefa, a en vue de favoriser le maintien de la famille. Elle établit aussi une solidarité rigoureuse entre ses membres, non seulement dans la plupart des affaires où il ne s'agit que d'intérêts pécuniaires, mais encore dans les cas où la vie des personnes est en jeu. Si l'un des membres commet un meurtre, chacun des autres, en vertu de cette responsabilité, peut être choisi pour victime expiatoire par les parents de l'homicidé. Cette organisation si solide de la famille est la conséquence du besoin que nous verrons présider à toutes les autres institutions, celui de la défense contre les abus de la force. Elle est l'indice d'un état social encore dans l'enfance où l'autorité et les lois sont impuissantes à protéger les personnes. La substitution du pouvoir de la famille à l'individualisme tel que l'admettent nos sociétés modernes imprime à la démocratie kabyle une physionomie toute particulière. Elle lui donne un caractère semi-patriarcal que nous ne sommes pas habitués à rencontrer chez les peuples dont la constitution politique est basée sur la souveraineté populaire. On ne devra donc pas s'étonner si les mots dont nous serons obligés parfois de nous servir pour définir certaines choses ne répondent pas toujours aux idées qu'ils représentent chez les nations européennes. On devine aisément par ce qui précède que le village est la pierre angulaire de la société kabyle. On y trouve tous les éléments qui la composent. C'est là qu'elle se développe et qu'elle vit, c'est là et là seulement qu'on peut l'étudier dans son ensemble et dans ses détails. Faire connaître le village, c'est donc faire connaître la société entière. Ce qui nous restera ensuite à dire de la tribu et de la confédération ne saurait avoir qu'une importance secondaire.